bah écoutez, si vous pouvez vous asseoir, qu'on puisse commencer notre séance. Voilà, alors comme d'habitude, on va procéder à l'appel et vérifier le quorum qui est déjà atteint compte tenu de votre présence et des pouvoirs qu'on a reçus. Donc, Sabrina. Présente. Éric. Présent. Ève. Présente. Denis. Présent. Lucie. Présent. Bertrand. Présent. Charlotte. Présent. Jacques. Présent. Caroline de Sazilly est excusée et elle a donné son pouvoir à Frédéric. Caroline. Oui, présent. Hervé. Présent. Vincent. Présent. Mathieu est excusé. Mathieu est excusé. Il a donné son pouvoir à Vincent. Oui. Voilà. Excusez-moi, je l'avais pas sur mon papier. Voilà. Siam. Maëlys est excusée et elle donne son pouvoir à Denis. Frédéric. Laurent. Alors, Julien Courtin est en retard et il a donné son pouvoir à Lucie jusqu'à son arrivée. Ségolène, elle est excusée et donc elle donne son pouvoir à Hervé. Stéphanie, elle est excusée et elle donne son pouvoir à Noël. Françoise est excusée et elle donne son pouvoir soit à Patrick, soit à Alexandre. C'est Patrick, d'accord. Patrick, oui. Présent. Noël, Alexandre, oui. Claude, oui, Claude, présent. Entendu. Voilà, merci beaucoup. Donc, on fait circuler la feuille de présence pour signature. Le secrétaire de séance, c'est, paraît-il, Denis. Voilà, merci. Voilà, et on a l'ordre du jour que vous avez sous les yeux, avec essentiellement donc 7 points. Voilà. Êtes-vous pour cet ordre du jour? Qui est pour? Voilà. Enfin, voilà, entendu. Donc, il est approuvé à l'unanimité. Et on va passer à l'approbation du procès-verbal que vous avez, qui est l'approbation du PV de la séance du 1er juin 2022. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont des correctifs à apporter ? Aucun correctif ? Voilà. Donc, le procès-verbal est adopté donc à l'unanimité. Voilà. Alors, avant d'aborder effectivement nos différentes délibérations, je vais vous parler effectivement du tram et de savoir effectivement où nous en sommes en termes de négociations. Donc hier, vous savez que l'inauguration de ce bel événement a été perturbée, puisque en direction, on devait effectivement partir de Saint-Germain via Saint-Cyr, et que les rames ont été bloquées compte tenu du fait que nous avions sur Bailly donc des gens qui occupaient la voie, et notamment pas mal de Noiséens, mais c'est ainsi. Parallèlement à cela, il y avait eu une réunion en fin d'après-midi sans les deux maires et Anna Lopez, qui est la responsable, effectivement, une des responsables de Île-de-France Mobilité,
Et donc, effectivement, ça a été organisé par IDF Mobilité avec les associations et les référents de résidence, mais ça n'a rien apporté, ça a été un dialogue de sourds. Voilà. Donc, nous, en arrivant avec Marc Tourelle, donc on s'est exprimé, hein, et on a fait état, effectivement, de nos souhaits de poursuivre les négociations que nous avons entamées. Alors là, je vais vous en dire donc quelques mots. Notre objectif est donc d'obtenir une limitation de la vitesse dès l'entrée de Bailly jusqu'à la sortie de Noisy-le-Roi, ainsi qu'une meilleure sécurisation de la traversée des voies au passage à niveau des rues du Plan de Lettres et de la Fosse Verte. Voilà. Alors, bien évidemment, on est obligé, je veux dire, il n'était pas question d'entraîner ou de modifier une révision du plan de transport. Hein, celle-ci ne peut être faite et ne pourra être faite éventuellement qu'à l'issue des études de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Nous avons obtenu la mise en œuvre d'une campagne de bruit avant la mise en service, alors qu'elle était prévue à l'automne, donc préalablement à la commercialisation du 6 juillet, qui est intervenue donc hier, et ce pour des mesures qui sont effectuées depuis le 20 juin jusqu'au 6 juillet. Nous avons aussi obtenu un nombre significatif, quand je dis nous, c'est avec Marc Tourelle, un nombre significatif de points de mesure tout au long du tracé sur les communes de Bailly et Noisy-le-Roi. Si vous voulez, on a obtenu quasiment la moitié des points de mesure sur la ligne Saint-Cyr-Saint-Germain. Nous avons également obtenu des mesures supplémentaires opérées à vitesse réduite, à 30, à 50 et à 70 km/h, par la pose de 3 capteurs qui ont été mis en place le 4 juillet. Donc ça va nous permettre effectivement à des vitesses différentes d'identifier les bruits ferroviaires correspondants, qui seront effectivement analysés. Voilà. Donc, nous avons obtenu l'établissement d'une date de parution des résultats complets des mesures, en toute transparence, sur l'ensemble de la ligne pour le 29 août. Donc, effectivement, il y a ce mois et demi de vacances qui devrait permettre, je dirais, l'aboutissement et la connaissance de ces études, qui sont effectivement très importantes. Je tiens à vous dire qu'on a reçu une lettre du vice-président Île-de-France Mobilité, qui a d'ailleurs été adressée au maire, mais également au président d'association, où celui-ci nous dit que les sujets de nuisances sonores a été pris en compte dès l'origine du projet, afin d'en limiter l'impact sur les riverains et l'environnement. Ça, c'est son interprétation. Cependant, il entend les mécontentements qui se sont exprimés à ce sujet lors du passage du tram-train sur certains secteurs à proximité des habitations. Donc, il nous informe que plusieurs actions ont d'ores et déjà été engagées, comme celle que j'ai évoquée. Les mesures acoustiques prévues à la mise en service ont été anticipées et renforcées. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 36 points de mesure sur la ligne complète, et on en a quasiment, Bailly-Noisy, obtenu 50%. Les résultats de ces mesures et les études acoustiques seront rendus publics dans la plus grande transparence, c'est-à-dire qu'on aura effectivement l'étude associée, bien entendu, à la vitesse où le son à pic a été enregistré. Et un des points les plus intéressants, Île-de-France Mobilité se rapprochera ensuite de Bruit Parif pour expertiser la fiabilité de ces études. Donc ceux qui craignaient qu'effectivement que ces études puissent éventuellement être plutôt subjectives, bon, ça ne sera pas le cas. Voilà.
Donc, un travail est d'ores et déjà engagé avec l'exploitant sur les possibilités de réduire la vitesse du premier train à vide le matin à 5h30. Il précise que c'est bien sur la base de mesures partagées qu'Île-de-France Mobilité souhaite poursuivre le dialogue afin de concilier les enjeux de performance de la ligne et son attractivité, compte tenu de l'ensemble de ses impacts sur l'environnement. Donc, on est bien dans le cadre d'un dialogue. Et il est entendu que la notion de bruit ferroviaire, et Valérie Pécresse l'a précisé, hein, elle ne fera pas l'autruche à ce sujet, il n'y aura pas de tabou, ça sera vraiment abordé. Hein, et on tâchera de trouver effectivement les bonnes solutions. Pour nous, les bonnes solutions consistent à demander à titre conservatoire la recherche d'un compromis sur la vitesse limitée maximum. Et sur ce sujet-là, je tiens, si on parle de vitesse, hein, et pour être tout à fait complet au niveau des informations, je répète que je vais vous indiquer la vitesse maximum pratiquée. De Saint-Cyr à la porte de Saint-Cyr, c'est 60 km/h. De Bailly à Noisy, c'est-à-dire sur la base d'un kilomètre, la vitesse maximum pratiquée est à 70. De Noisy à Saint-Nom, c'est-à-dire sur une distance de plus de 3 km, la vitesse maximum est de 100 km/h. Et enfin, entre la lisière Pereire au Camp des Loges, hein, c'est 30 km/h sur 1,6 km, mais dans la mesure où le tram traverse d'une part des carrefours et d'autre part traverse la nationale 184. Voilà. Et ensuite, du Camp des Loges à Saint-Germain, eh bien, le tram repart sur une vitesse maximum de 70. Voilà. Donc, en fonction des études, on verra comment on peut obtenir une réduction de la vitesse sur toute la zone urbaine de Bailly-Noisy. Voilà. Quoi vous dire d'autre? La traversée piétonne. Alors là, en termes de sécurité, hein, j'ai été interpellé hier sur l'aspect de la sécurité. Je vous assure qu'on se bat sur ce sujet-là. Hein, c'est quelque chose qui a été acté par la SNCF Réseau, mais en revanche, je demande à Valérie Pécresse et ainsi qu'à Gérard Larcher qui puissent effectivement nous faire confirmer, hein, la date d'installation effective de cette infrastructure. Voilà. Donc, ces deux personnes que j'ai citées sont en relation avec M. Lallemand, qui est le président de SNCF Réseau, et j'espère bien avoir une réponse au plus vite. Voilà. Je vous ai presque tout dit. Alors, on sait aujourd'hui qu'il va y avoir une évolution de la législation qui, par un arrêté du 8 novembre 1999, eh bien, établissait donc ces mesures uniquement sur un bruit moyenné. Il y a eu une ouverture le 24 décembre 2019 sur le fait qu'il pourrait être envisagé de faire des mesures sur des pics de bruit. Et là, récemment, donc, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires organise en ce moment, depuis le 21 juin 2022 jusqu'au 13 juillet, une consultation publique sur ce projet d'arrêté. Donc, nous vous invitons, pour toutes les personnes qui se sentent concernées, à participer à cette consultation publique. Ainsi, les communes de Bailly et de Noisy apporteront leur propre contribution. Il nous reste peu de jours, mais on va tâcher effectivement de s'y mettre dès demain. Voilà, et on ne manquera pas effectivement de vous informer sur l'évolution de ce dossier. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Voilà, s'il y a une chose que j'ai oubliée, et je veux dire qu'il faudra aussi, et j'ai demandé qu'on aborde d'autres actions. Il y a certes la limitation de la vitesse maximum,
hein, et puis le fait d'avoir des accélérations plus modérées. Mais il y a d'autres actions. Hein, c'est la pose, par exemple, d'absorpteurs de bruit, hein, d'une part, de merlons ou de cloisons anti-bruit. Il va falloir, parce qu'il y a des points sensibles, et je pense face à la Maison des Jeunes, hein, ou à Image, où là, le bruit est perçu d'une façon très, très forte. Hein. Donc, nous souhaitons élargir au-delà de la limitation de vitesse aux points sensibles pour lesquels il s'agirait effectivement de protéger au mieux les riverains les plus impactés. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, donc Claude, je te laisse la parole après, Laurent. Merci Jacques. Je voulais simplement faire état d'une demande qui m'a été transmise par Alain Lopinet sur la question de la piste cyclable. Il y a beaucoup de jeunes qui prennent avec le vélo l'allée du Cornouillet. Et il faut qu'il y ait un dispositif qui permette la sécurité de ces cyclistes lorsqu'ils vont passer le passage à niveau. C'est une question qui a été soulevée en comité de consultation cadre de vie et circulation, donc je la retransmets au sein du Conseil parce que je pense que les problèmes de sécurité sont absolument, sont majeurs, absolument. Ça, vous savez, je vous l'ai déjà dit lors du Conseil municipal précédent, quand je vois effectivement des enfants traverser en diagonale, c'est quand même très ennuyeux, très inquiétant. Hein. Et je serai que plus tranquille, effectivement, quand on aura effectivement nos 4 demi-barrières. Voilà. Hein. On est intervenu, on a fait des courriers aussi pour adoucir la sonorité, comment on appelle ça, la sonorisation, hein, la sonnerie qui se trouve juste à côté, effectivement, de Monsieur Dos Santos. Donc, concernant l'allée du Cornouillet, qui est la piste cyclable qui arrive de Noisy, il est prévu, et vous en avez vu si vous êtes allé sur place, donc l'élargissement du trottoir tel qu'il a été fait. On a aussi programmé, et c'est pas encore tout à fait terminé, ça le sera rapidement, la fermeture de ce trottoir par des barrières métalliques qui vont canaliser le flot des cyclistes et des piétons jusqu'au passage à niveau. Et ensuite, de l'autre côté, même chose, passage élargi pour les piétons et les cyclistes, barrière métallique jusqu'au passage piéton qui permet de rejoindre la centre de la Châtaigneraie. Pour l'instant, c'est ce que nous avons programmé pour faire en sorte que la piste cyclable soit bien balisée et inciter les personnes à utiliser ce côté du passage à niveau plutôt que de vouloir traverser directement. Voilà. Laurent ? Ouais, j'avais une question qui a été posée hier par une personne qui manifestait, ou c'est peut-être moi qui l'ai interprété, sur la possibilité d'avoir des subventions sur des doubles vitrages pour ceux qui ne l'ont pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou pas, ou qu'il est possible de solliciter la région en dédommagement, ou je ne sais pas. Hein. Je vais te répondre sur les éléments que j'ai. A priori, il faut qu'il y ait démonstration. Pour qu'il y ait une compensation, il faut qu'il y ait démonstration du niveau de bruit avant et du niveau de bruit après. Et donc, en gros, il faut faire état de mesures de bruit avant et de mesures de bruit après. Alors après, avant, c'était pas tellement compliqué parce qu'au final, quand il n'y a pas de train, c'était comme avant. Mais donc voilà. Mais la question, c'est est-ce que... Oui, ça, c'est le processus normal, mais est-ce qu'il n'y a pas, avec la région, possibilité d'avoir un processus exceptionnel dans ce cas-là Je pense que oui, je pense qu'on peut négocier ce point, hein, à partir du moment où les mesures à pic qui nous seront dévoilées fin août sont plus importantes, au-delà des 65 dB. Et là, je pense que la région pourra intervenir. Hein. Tout comme tout à l'heure, hein, j'ai fait état éventuellement de murs anti-bruit, hein, ou de petits murs anti-bruit. Ça aussi, c'est quelque chose qui serait financé par la région. Hein. Voilà. Mais donc, c'est à suivre. Hein. On regardera. Est-ce que vous avez d'autres points sur la question du tram ? Voilà, écoutez, merci. Voilà. Nous allons passer maintenant à nos délibérations.
Et sur ce sujet, je vais laisser la parole à Sabrina, première délibération qui concerne le déclassement de parcelles correspondant aux 45 et 47 Grand Rue. Alors, les biens de la collectivité sont classables en deux catégories, les biens relevant du domaine public et les biens relevant du domaine privé. Afin de déterminer la classification des biens, il faut regarder si celui-ci a été affecté à un service public depuis son acquisition par la collectivité. Selon le Code général de la propriété des personnes publiques, font partie du domaine public les biens appartenant à la personne publique et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution de la mission de service public. Les biens ne répondant pas à un de ces critères, appartenance personne publique, service public, usage direct du public, appartiennent donc au domaine privé. Le déclassement est une étape préalable au projet de cession du 45 et 47 Grand Rue par la commune. La ville souhaite céder ces deux biens affectés actuellement à l'usage de logements passerelles au profit d'un bailleur social. Ce projet de cession permet d'ajouter les 4 appartements au bénéfice du quota des logements sociaux qui seront classés en PLS et ainsi maintenir leur usage social. De plus, les familles ukrainiennes actuellement présentes dans ces logements pourront bénéficier des lieux jusqu'au 1er juillet 2023. La commune gardera toujours le bénéfice d'un parc de logements passerelles suffisant au regard des biens communaux. Il convient alors de faire sortir ces biens du domaine public afin de les incorporer dans le domaine privé pour pouvoir procéder à leur vente. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le déclassement des parcelles sur lesquelles sont situés le 45 et 47 Grand Rue. Merci Sabrina. Est-ce qu'il y a des questions? Mon micro n'est pas branché. Oui, Noël. Alors, je vous donne la position de Stéphanie et la mienne en même temps. On regrette vivement que la commune amoindrisse le nombre de logements passerelles. On sait, et le dernier exemple en est très marquant, qu'on a des situations d'urgence dans lesquelles on est amené à aider certaines personnes dans la mesure où on a quand même très peu de logements sociaux à disposition avec les institutions. On sait très bien que vous prenez l'exemple des Ukrainiens, c'était une urgence. On a eu des incendies, on a eu des séparations, des personnes violentées, aussi bien hommes que femmes, dans l'histoire de la commune. Et il a été bien à propos de pouvoir les loger, les sortir de leur situation familiale qui était dramatique, de la même façon qu'on a permis à des Ukrainiens d'avoir leur indépendance, tout au moins jusqu'en juillet 2023. Ce que je voudrais souligner, c'est que bien sûr, on vend 2 logements à SNL, on vend 2 logements à Domnis, et on perd complètement la main, la commune perd complètement la main sur l'attribution de ces logements. Le cas de SNL, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ils ont leur travailleur social ou sociaux, quand c'est plusieurs antennes. Ils ont des commissions. Et donc, pour obtenir un logement en urgence avec SNL, c'est absolument impossible. Il faut beaucoup de temps. Sinon, ils utilisent d'autres logements qui relèvent du 15. Pour Domnis, ça va être exactement la même chose. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous voterons, Stéphanie et moi, contre cette mesure. Alors ces logements seront cédés à Domnis, pas à SNL. Alors, c'est encore pire, Domnis. Ben non, c'est au point de vue attribution, c'est encore beaucoup plus long. Ben, bon, d'abord, pour répondre à ta question, on a des logements passerelles disponibles. Je ne sais pas si, Lucie, tu veux t'exprimer à ce sujet. Alors, avec Domnis, je ne pense pas que ce soit pire qu'avec SNL. On propose quand même 3 dossiers Bayaqua à chaque fois. Donc, a priori, après discussion avec Domnis, moi j'étais avec Jacques le jour où on a discuté, on est prioritaire sur les propositions d'attribution déjà.
Voilà. Et il nous reste 3 logements passerelles. On en a un qui vient de se libérer. Cette semaine, on a une libération. Donc on a un logement qui est libre, on en a 2 qui sont occupés. Donc on conserve 3 logements passerelles. Et après, on fait 4 logements sociaux. Donc c'est assez on ne peut pas optimisé. faire mieux avec ces logements qui étaient en très mauvais état, qui demandaient une réhabilitation énorme. On a logé les Ukrainiens actuellement, effectivement. Domnis nous fait en plus... ils nous permettent de laisser les Ukrainiens jusqu'en juillet 2023, si jamais ils sont toujours là. Donc c'est un accord qui ne peut que satisfaire la commune et le social, pour nous. On maîtrise complètement les attributions. Et ça, c'est très important. J'ai eu des discussions avec SNL et avec Bertrand Chanzy, mais il est clair qu'ils ne maîtrisent pas les attributions. Et en plus de cela, on raisonne toujours dans l'intérêt de la commune. Il y avait aussi une question de tarification. Il n'y a pas moins 10%, il n'y a pas moins 15 000 euros par appartement. Voilà, c'est donc assez optimisé. Et je rappelle, pour te sécuriser, qu'on aura l'équivalent de 25 logements passerelles par le biais, effectivement, de notre projet d'urbanisme rue Chaponval, puisque ça sera des logements qui seront attribués à des personnes, des personnes en situation monoparentale et en phase de resocialisation. Et tout ça encadré par la philanthropie. Donc, franchement, on sera sur le plan social tout à fait optimum. Donc, je t'invite à voter ce projet. J'ai mes convictions, vous avez les vôtres. J'ai hâte de voir tout cela. En attendant, je suppose que vous avez assisté à des commissions d'attribution de Domnis et vous avez vu comment ça se passait. Les commissions d'attribution. Écoute, on n'a pas les... Nous avons, chaque fois vous présentez 3 dossiers, c'est un fait. Mais ces 3 dossiers passent devant une commission d'attribution, qui est une commission d'attribution de Domnis. Ces commissions d'attribution ont lieu à Paris, du côté de Château-Rouge, un lieu très sympathique. Et au cours de ces commissions d'attribution, vous avez différentes personnes qui attribuent le logement. Donc ce n'est pas si simple que ça. Mais pour ces logements-là, c'est des logements spécifiques qui sont en plein centre de la ville et qui seront en catégorie PLUS. PLS. Alors justement, c'est très cher PLS. Oui, donc pour des personnes qui sont en grande difficulté, un PLS, on a eu un mal fou à caser les logements décents qui étaient en PLS parce que les gens n'ont pas les revenus suffisants pour entrer dans un PLS. C'est ce qu'on souhaitait effectivement dans ce quartier-là, sans compter qu'on aura effectivement des logements sociaux sur les 3 catégories au niveau du manoir. Donc, je veux dire non, franchement. Et je rappelle que sur les 25 appartements dont j'ai fait allusion, Noël, je dirais, on participera nous-mêmes à la commission d'attribution qui est gérée par la société Philanthropie. Donc, j'espère qu'effectivement, en termes d'attribution, les choses pourront se faire plus facilement. Ça, c'est l'avenir. Là, je suis dans le présent. Merci, Noël. Bon. Jacques. Pardon. Oui, je t'en prie. Alors, juste une remarque. C'est vrai qu'au fil des conseils municipaux, je suis de plus en plus loin. Donc, ça, c'est... Effectivement, en termes de répartition, ça serait pas mal. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Ça, c'est une parenthèse. Oui, moi, je vais en faire une autre. C'est vrai qu'on a hâte de réaménager, je dirais, notre mairie pour vous accueillir d'une autre façon. Là, tout est en longueur et c'est pas simple. Et je vous vois pas et c'est très désagréable aussi pour moi. Ceci dit, je voulais simplement ajouter au propos de Noël. Il me semble que quand on parle de logement passerelle, on parle de logement pour des personnes qui sont dans l'urgence et pour lesquelles on a une durée comment ? Maximale. Une durée maximale. Les logements sociaux, on parle d'attribution qui se situe dans le temps. Donc là, j'ai l'impression que dans nos échanges, Jacques, tu parles de 25 logements passerelles. Pour moi, j'ai tendance à dire que ce seront plutôt des logements sociaux, puisqu'on attribue un logement à une famille monoparentale. C'est sur des durées de 2 à 3 ans maximum.
Oui. Enfin, Ces logements-là, c'est vraiment dans le cadre d'une resocialisation pour accompagner des femmes seules qui ont subi des violences, des séparations. Et donc c'est vraiment un parcours de resocialisation. ceci dit, à quelle échéance? Parce qu'aujourd'hui, on cède, effectivement, nous cédons ces 2 logements. Ça veut dire qu'effectivement, on est face à des situations difficiles. On n'aura pas beaucoup de solutions entre aujourd'hui, enfin demain, lorsque les logements seront libérés, entre guillemets, par les Ukrainiens ou lors de la cession, et puis le moment où les 25 logements passerelles seront bâtis et accueilleront les familles. Lucie, moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose. On se rend compte que les logements passerelles, les véritables logements passerelles, ont fait des conventions d'un an. Personne ne reste un an, c'est 2 ans, voire 3 ans. Là, on a une dame qui vient de partir. Voilà, elle n'est pas restée un an, elle est restée beaucoup plus longtemps que ça. Donc passerelle, c'est vraiment pour qu'ils puissent passer dans un logement social, mais on se rend compte qu'un an, c'est trop court, 2 ans, c'est souvent trop court. Donc quand le projet des 25 logements, ce sera du passerelle aussi, en fait. C'est ça aussi. Alors effectivement, c'est pas demain, mais c'est bientôt. Et puis par ailleurs, on a des départs au sein même de la résidence du Cornoulier, et il va y avoir de nouvelles affectations. On a des affectations, là, on a 2 départs en septembre. On a donc un passerelle qui vient juste de se libérer. Il y a un petit peu de mouvement. Il y en a eu très très peu en 2 ans. Et là, il y a quelques mouvements qui s'accélèrent. Voilà. Ok, merci. Bien, écoutez, il y a d'autres questions? Oui, moi c'est juste une remarque que je t'ai déjà faite, Jacques. Au-delà du vote qu'il va y avoir aujourd'hui, je trouverais bien que au moins une information et une discussion ait lieu entre nous au niveau du CCAS, parce qu'il y a en plus les représentants des associations qui sont là, et je demande que ce point soit mis à l'ordre du jour du prochain CCAS. Entendu. Non, mais ça pose aucun problème, au contraire. Mais si tu veux, là, c'est le premier stade. Parce que de toute façon, on reviendra vers le conseil municipal quand on procédera à la vente effective des 10 logements. J'entends bien, et c'est pour ça qu'entre les deux, je trouve qu'il y ait une discussion au niveau du CCAS, me paraît important. Oui. En fait, je m'interroge de pourquoi vendre, se dégager d'un tiers du patrimoine foncier bayacois au vu des objectifs dans lesquels ça répond. Et je me demande, parce que là, quel est l'intérêt pour Bailly de se séparer de ses biens, pour quel montant et pour quel projet derrière? Ça fera 4 logements sociaux supplémentaires déjà. C'est déjà important. Ensuite, c'est vrai, c'est des appartements qu'on va vendre. On a présenté notre budget avec une recette de l'ordre de 600 000 euros sur ce sujet-là. Ensuite, on est vraiment une commune atypique. Je m'en rends compte quand je discute avec les maires de Versailles Grand Parc, où là, on est les seuls à avoir accueilli donc nos Ukrainiens dans 3 logements passerelles, mais compte tenu du nombre que nous avons, on est vraiment atypique. Et je veux dire qu'on ne sait pas bien gérer ce genre de logement passerelle, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure. La philanthropie sait faire ça, elle saura mieux faire que nous, d'une part, et puis là, on aura effectivement des logements sociaux pour lesquels on s'efforcera, et je pense que ça sera le cas, qu'on mettra essentiellement des bayacois prioritaires. Voilà. Jacques, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'il faut faire beaucoup de travaux dans ces logements. On les a vécus quand on a installé les Ukrainiens à l'intérieur. Il y a quand même des travaux à faire. Et donc, il y a l'engagement du futur propriétaire de refaire ces logements. À chaque fois, c'est le cas. À chaque fois qu'il y a un nouveau départ, il y a des travaux assez importants. Voilà ce que je voulais vous dire.
Moi, pour compléter et pour répondre un peu à Alexandre, la mission probablement d'une commune, ce n'est pas de gérer tout un parc de logements sociaux, parce que ce n'est pas notre vocation et on ne sait pas bien faire. Par contre, qu'on garde un certain nombre de logements passerelles dont on est complètement maître, ok. Et donc la question qui est la posée ce soir aussi, c'est la question de la proportion de logements passerelles qu'on doit garder et ceux dont il est préférable probablement de céder la place à des bailleurs sociaux qui sont plus à même de gérer ça que nous, dont ce n'est pas la vocation. Voilà. Et puis par ailleurs, nous avons des logements de fonction qui évolueront peut-être en logements passerelles. Voilà. Parce qu'on voit bien la grande difficulté qu'ont les entreprises ou les collectivités à trouver des forces vives, de la main-d'œuvre. Je vois que moi, dans notre secteur agricole, on a une grande pénurie, une grande difficulté. On fait appel, certaines exploitations font appel à des saisonniers. Si vous avez des logements passerelles libres, les saisonniers viennent quelques mois. C'est pas pour des logements. C'est pas pour ça. Non, mais en fait, si vous voulez, c'est peut-être pas pour ça, mais si les logements sont inoccupés et que ça peut permettre aux filières locales de se maintenir et de garder leur activité plutôt que de régresser parce qu'ils n'ont plus la main-d'œuvre, il faudrait peut-être intégrer ça. C'est un vrai problème local, mais même plus largement que ça. Donc ça pourrait être un soutien et une valorisation de votre patrimoine dans l'intérêt du territoire. Voilà. Enfin, dans le cadre du projet Chaponval, on aura la possibilité effectivement d'attribuer des logements sociaux, je dirais, à de jeunes professionnels. Ça aussi, on en a tenu compte. À des soignants, à des étudiants aussi. Voilà. Mais ça ne répond pas au caractère exceptionnel de quelques mois sur des saisonniers. Non, mais pour des besoins ponctuels, que ce soit de la restauration, que ce soit de l'agriculture ou autre. Voilà. Oui. Pardon, on ne peut pas bloquer un immeuble pour pouvoir loger des gens en saison. C'est vrai que c'est extrêmement difficile. Je sais, la ville du Chesnay gère un foyer de jeunes travailleurs. C'est pareil, c'est extrêmement difficile, parce qu'on croit que ce sont des jeunes qui vont rester quelques mois, et en fait, ils restent la plupart, le maxi, c'est-à-dire 2 ans. Mais c'est vrai, le problème, il est là, mais je suis pas sûr que ce genre de biens immobiliers puisse répondre à cette difficulté qui est réelle. Moi, je vous assure que, en tout cas, dans notre secteur, oui, ça peut. Ça peut permettre de solutionner, et c'est éphémère, c'est quelques mois. J'entends la difficulté de gérer cela, mais si par exemple nos médecins doivent prendre des apprentis, des stagiaires ou des entreprises, si le bien est vacant, pourquoi pas le proposer aux entreprises locales pour les soutenir dans leur démarche. Voilà. Et pareil pour l'agriculture, si le logement est vacant, de le soumettre et d'en garder pour répondre à des besoins urgents. Ce serait valoriser le foncier et aider les entreprises du territoire. Voilà ma vision. Mais tu vois, quand on fait le calcul des logements passerelles plus des logements de fonction, où là on modifiera dans le temps les attributions, on en a encore au moins 7. Je veux dire que c'est quand même considérable et atypique pour une commune comme Bailly. Voilà, on va passer au vote. Donc les conclusions, c'est donc le conseil municipal, après avoir délibéré, prend acte de la constatation de désaffectation des 2 bâtiments, décide d'autoriser donc le déclassement des parcelles, donc elles sont numérotées, du domaine public. Qui est contre ? Voilà. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Voilà. Merci beaucoup. Passons à la deuxième délibération qui touche la convention avec Amazon pour l'installation d'Amazon Locker. Nous écoutons Denis. Nous souhaitons proposer plus de services à la population bailliacoise et sur le sujet. Pardon, excusez-moi.
Nous nous sommes rapprochés d'Amazon afin d'implanter à 2 endroits de la ville des lockers. Vous connaissez, je pense, ces lockers, on en trouve ailleurs. Donc, ce sont des boîtes aux lettres verrouillées électroniquement, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela permet à toute personne ayant des horaires de travail chargés ou décalés de pouvoir y récupérer ses colis sans avoir à attendre chez soi le passage du livreur. Cette démarche permet de limiter l'impact carbone d'un transport routier sur les derniers kilomètres de livraison. Et nous avons donc, les équipes techniques ont validé les 2 emplacements avec bien sûr Amazon pour implanter ces modules lockers. Donc c'est une colonne d'environ 95 cm de large, 60 cm de profondeur. Ils sont gris et fonctionneront sur batterie autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les raccorder électriquement. Et les clients récupèrent leurs colis via leur smartphone en Bluetooth. Pour chaque installation, Amazon verse une redevance annuelle de 480 € par emplacement sur l'espace public. La durée de la convention avec Amazon est de 3 ans et après c'est reconduisible par année sur demande et bien sûr après acceptation de la mairie. Et la seule contrainte pour la collectivité, c'est de nettoyer autour des lockers pour que ça ne devienne pas un endroit et que ça reste donc tout à fait accessible pour les gens qui veulent l'utiliser. Et donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser, monsieur le maire, à signer la convention en annexe, puisque vous l'avez toute dans les dossiers. Y a-t-il des questions? Oui, Patrick. Oui, c'était pour dire que nous, on était circonspects sur cette approche. Je crois qu'on a toujours défendu l'activité économique, il suffit de se reporter aux différents bulletins municipaux qui ont existé. On a toujours aidé les particuliers qui se lançaient dans une activité économique, les petits commerces qui se lancent. Tout le monde critique les multinationales versus les petits commerçants. Et je pense qu'on aurait peut-être pu trouver des solutions avec les commerçants, par exemple, qui se lancent, type le bureau de tabac. On pourrait voir, il y en a déjà certains commerçants qui font des colis relais. Et je pense que ça serait plutôt intéressant de soutenir l'activité économique des petites entreprises plutôt qu'Amazon. Et je ne le dis pas par américanisme, parce que ça, on peut pas penser que je le fais dans ce sens-là. Mais on n'est pas du tout pour cette... En plus, Amazon n'a quand même pas une politique sociale des plus pertinentes, on peut dire. Et ce n'est pas bien d'après nous, d'autant plus qu'on présente ça comme un avantage pour la population. Et c'est tout simplement pour corriger le fait que Amazon travaille en mode dégradé. C'est-à-dire que lorsque les gens commandent chez Amazon, ça les embête bien d'aller, par exemple, dans une résidence comme Harmony West, d'aller livrer chez chacun. Ils déposent tout chez le gardien. Le marchand de journaux qui est à Bailly, il est ouvert le dimanche matin. Et je pense qu'on pourrait envisager des partenariats entre des sociétés privées et des petits commerçants. Ça serait pertinent pour l'activité économique. En plus, ça lui permettrait d'avoir des clients qui viennent chez lui. Et je trouve, si Amazon venait pour nous dire on construit quelque chose où il y a de l'emploi, on serait les premiers à voter pour. Mais là, c'est tout simplement... L'emplacement excusez-moi, mais l'emplacement des 2 lockers, c'est un sur la gare, donc à côté de l'endroit où il y a le parc à vélo, et l'autre, c'est à côté sur le marché, à côté de l'endroit où on stocke, de la mais tout ça, c'est pas. Donc c'est dans des endroits qui sont pas, où il n'y a pas de commerce autour. C'est dommage. Et l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un locker que les commerçants doivent... Non, mais je pense qu'on aurait pu orienter éventuellement Amazon vers un commerçant, voir s'ils peuvent. Il y a bien d'autres sociétés qui font des colis relais. Donc pourquoi... Mais ils le font déjà, la supérette de Bailly, ils le font déjà. Oui, mais pas tous. Il y en a certains qui ont la possibilité de le faire et que ça n'existe pas encore. La supérette de Bailly et le bureau de tabac dont vous parliez, il fait colis relais aussi. Oui, mais est-ce qu'il le fait avec Amazon? Non. Non. On aurait pu envisager éventuellement de dire à Amazon, vous voyez, travailler en partenariat avec nos petits commerces plutôt que de faire des lockers uniquement parce que ça les embête d'aller délivrer chez les particuliers. Et le bilan carbone, tout ça, ce ne sont que des prétextes fallacieux. La librairie de Bailly utilise Amazon. Tu peux le faire livrer à Amazon à la librairie de Bailly. Non, et comme ça peut aussi diversifier l'offre. Denis nous a expliqué qu'effectivement, c'est placé à la halle, à la station, et d'une part au marché. Donc, voilà. Bon.
Merci de cette réflexion. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Nous procédons donc au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Donc, merci beaucoup. On va passer effectivement à la troisième délibération avec une convention avec VGP relative à la vidéoprotection. La communauté d'agglomération Versailles Grand Parc a défini l'intérêt communautaire en matière de vidéoprotection dans le cadre de la compétence politique de la ville lors du Conseil communautaire du 6 juillet 2010. La ville a approuvé la convention relative au fonds de concours versé par la commune de Bailly à VGP pour le déploiement de la vidéoprotection par délibération du 10 septembre 2012. 2 phasages de déploiement ont depuis été effectués et la ville de Bailly dispose actuellement de 19 caméras qui nous servent beaucoup. Versailles Grand Parc a adopté son nouveau schéma directeur de vidéoprotection urbaine le 15 février 2022 dans son schéma directeur, donc, il prévoit de pouvoir équiper donc, la voie publique, les voies de circulation routière, l'intérieur des lieux ou établissements ouverts au public gérés par les collectivités, les abords des bâtiments et installations publiques. Versailles Grand Parc est maître d'ouvrage de l'installation du système de vidéoprotection pour ces lieux. Les finalités de vidéoprotection retenues par Versailles Grand Parc sont, sur la voie publique, la protection des bâtiments et installations publiques et surveillance de leurs abords, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de circulation, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, la prévention des risques naturels et technologiques. Dans les lieux ouverts au public, particulièrement exposés aux risques d'agression et de vol ou exposés à un risque terroriste, uniquement les bâtiments et lieux appartenant à l'intercommunalité ou à l'une des communes membres. Dans le cas de la constatation des infractions aux règles de circulation, la communauté d'agglomération a mis en place les outils permettant d'utiliser les images des caméras installées dans le domaine public pour la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation. Cette nouvelle fonctionnalité a été mise en œuvre en coordination avec les services de police nationale ou de gendarmerie et les polices municipales. Une procédure spécifique à la verbalisation a été mise en place en accord et sous l'autorité judiciaire du procureur de la République par le biais de conventions de coordination. Et là, en même temps, donc, amender la convention relative à la vidéoprotection pour ajouter la possibilité de faire l'acquisition auprès des communes d'un fourreau nécessaire au transport à hauteur donc de transport de fibres, à hauteur de 50 € du mètre linéaire dans le cadre du plan fibre. Ce qui permet, enfin, si on a des fibres disponibles quelque part, donc de pouvoir utiliser ces fibres, et donc il y a une recette qui vient en face. Il s'agit donc pour le conseil municipal d'approuver cette nouvelle convention amendée en annexe et d'autoriser monsieur le maire et son représentant à signer. Merci Denis. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention et sur son évolution? Oui, Alexandre. Cette évolution de l'usage de la vidéoprotection avec la possibilité de... J'ai pas bien cerné dans le projet. C'est une possibilité, la verbalisation, à la demande de qui la demande de VGP, à la demande de la commune? À la demande des communes, par exemple. Enfin, je parle des cas que je connais. Vidéo-verbalisation, ça peut être donc du stationnement. C'est-à-dire que si il y a des voitures qui sont stationnées trop longtemps et que quelqu'un assermenté devant son écran peut le vérifier, là, il peut y avoir déclenchement donc d'une amende. Il y a la même chose pour les limites de vitesse, parce que sur les vidéos, on voit la vitesse des véhicules. Si l'agent assermenté qui est devant son écran voit un véhicule qui va trop vite, il peut déclencher une verbalisation. Et ça passe par le système, ça passe par Rennes. Ça passe, la commune n'intervient pas du tout. Mais c'est sur demande de la commune, rassure-toi. Et pour les dépôts sauvages? Voilà. Bon, bah, sur ce sujet-là, c'est vrai que lors
d'une action que nous avons fait là, récemment sur le Cornoulier avec la gendarmerie, avec l'association des locataires du Cornoulier. Donc, ils souhaiteraient vraiment une caméra située effectivement sur le rond-point face à notre service technique. Et là, il se passe effectivement de drôles de choses en termes de drogue, etc. Voilà. Pardon, Patrick. Jacques, juste une question, plutôt à Denis. Vous avez évoqué toutes les possibilités, donc la commune peut demander ça. Bon, ça c'est intéressant, mais quelle est votre position? Qu'est-ce que vous avez envie de demander avec ça? Parce que là... Non, mais en général, parce que vous dites il y a différentes possibilités, mais on ne connaît pas votre position sur tel et tel sujet. C'est au coup par coup. Par exemple, la dernière chose, ce qui a été fait par VGP hier récemment, c'est donc avec des logiciels spécialisés, c'est d'étudier par exemple le carrefour de la grille de Maintenon. Ça, c'est une activité. Donc, pendant une semaine, ils ont enregistré ce qui se passait sur le carrefour. Et au bout d'une semaine, donc ils arrêtent. Il y a l'ordinateur qui prend en charge toutes les vidéos et qui est capable de donner, jour par jour, heure par heure, où passent les véhicules, où passent les piétons, où passent les cyclistes, sur un carrefour un petit peu compliqué comme ça. Donc, c'est un gros avantage. Chaque fois qu'on veut modifier quelque chose et qu'on a une caméra, c'est beaucoup plus facile maintenant d'avoir l'analyse des mouvements qui sont détectés, plutôt que d'avoir un gars qui compte en disant il y a tant de voitures qui passent à droite et tant de voitures qui passent à gauche. Donc ça, c'est une utilisation. Une autre utilisation, on l'a vérifié sur le passage à niveau, c'est-à-dire que le passage à niveau, donc on a pu constater que, et c'est pour ça que nous avons mis des barrières en place, nous avons pu constater que la marche normale des piétons, c'est de traverser le carrefour en diagonale. Donc nous avons, par rapport à ça, regardé ce qu'on pouvait faire pour essayer de les inciter à prendre les chemins qui doivent être pris pour rester en sécurité. Ça, voilà deux applications. Une amende. Oui, mais il faut avoir quelqu'un. Non, on a vraiment des caméras nouvelle génération qui sont vraiment impressionnantes, effectivement. Le meilleur exemple, c'est le carrefour que tu as cité, absolument, de la grille de Maintenon. Et puis, on a des problèmes, effectivement, de vitesse sur la rue de Maule. Et là, on pourrait... Le problème de la rue de Maule, là, c'est que vous la connaissez tous, bien sûr, elle est descendante et un peu dangereuse. Et aujourd'hui, donc, on avait mis un radar pédagogique, mais c'est la seule chose dont on s'aperçoit, quand il marche, bien sûr, la seule chose dont on s'aperçoit, c'est que personne ne respecte la vitesse. Et donc, une des solutions, nous avons demandé à la gendarmerie de venir faire des contrôles de police. Le souci, c'est qu'ils viennent une demi-heure tous les 15 jours et que ce n'est pas suffisant pour montrer qu'il y a un problème de danger à cet endroit-là. Donc là, avec la vidéo-verbalisation, dans ce cadre-là, donc la caméra est placée sur les voitures qui passent, et donc quelqu'un derrière un écran, il faut être assermenté pour faire tout ça, et donc pourra, je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis pourra mettre les contrevenants à l'amende pour des cas comme ça, alors qu'aujourd'hui on est incapable de le faire, sauf une demi-heure tous les 15 jours. Mais qui demande? Parce qu'effectivement, on parle des études effectuées par VGP, avec le constat effectivement d'une circulation au niveau d'un carrefour. Si effectivement il y a des infractions à la circulation, qui demande effectivement que les amendes, entre guillemets, soient déclenchées? C'est nous, c'est effectivement. Voilà. C'est le maire. Voilà. Sur des sujets même à partir de 35, dont on aura parlé, évidemment. Même à partir de 35... L'ajuster, y compris dans une ville 30. Oui, Alexandre. Moi, très honnêtement, cette évolution m'inquiète. Je ne comprends pas l'intérêt de voir cela dans notre commune. La réponse au problème de la rue de Maule, vous l'avez déjà pointé du doigt, et d'autres l'ont fait aussi. Et comme vous l'avez aussi, vous avez su réagir sur les barrières. Sur la voie ferrée, c'est 4 barrières. Sur la rue de Maule, il y a un aménagement qui doit arriver peut-être un jour.
cette tendance de cette déshumanisation, parce que là, c'est même plus... Vous avez quand même 2 policiers municipaux qui sont en capacité de faire de la pédagogie ou de même utiliser un radar. Ça s'est déjà fait à Noisy-le-Roi. Enfin, utiliser une petite caméra qui déshumanise, qui enlève tout lien avec la population pour sensibiliser et juste punir bêtement, franchement, me débecte. Non, ça te débecte peut-être, mais c'est... Je ne comprends pas cette évolution, je ne vois pas l'intérêt, si je peux terminer, oui, merci, oui, et je ne vois pas jusqu'où, enfin, quand est-ce qu'on va s'arrêter dans l'usage de cette technologie qui va s'intégrer dans notre vie privée jusqu'à un niveau inquiétant. Voilà. Et là, vous allez tout droit, les 2 pieds dedans. Et je suis fermement opposé à ce projet. Entendu, c'est de la compétence de Versailles Grand Parc, notre agglomération de communes. On peut te citer, justement, on sort de la sécurité physique pour évoluer vers la sécurité routière. Ça me paraît très important. Et je t'assure, ce qu'on a vu récemment au niveau du passage à niveau est tout à fait consternant. Nous avons même vu, effectivement, je l'avais peut-être déjà cité, un véhicule voulant passer entre les barrières. Je veux dire, voilà, c'est important. Il est clair qu'on a, ça nous permet d'utiliser certains enregistrements en lien avec la gendarmerie. Voilà, donc, voilà, c'est... Mais en fait, j'entends que vous voyez ces éléments, on voit des voitures, on voit des bus rouler trop vite dans la rue de Maule, on voit plein de choses, en effet. Mais malgré tout, cette vidéosurveillance va verbaliser la personne, mais ne va pas enlever le risque. La personne va rouler vite. Non, la personne roulera vite, elle va se faire réprimander. Mais... il roulera vite, un enfant va passer. Si vous ne faites pas d'aménagement, il y aura pas. Il y a un abaissement potentiel, mais il y aura pas. On n'enlèvera pas le risque total. Ah bah bien entendu, Alexandre. Donc le but est d'envisager un aménagement et pas une verbalisation protégée, discrète sous une caméra. Pour l'instant, on n'applique pas la verbalisation, mais on a cette possibilité-là. Et en revanche, en termes d'aménagement, crois-moi, on travaille pas mal sur le sujet. Et effectivement, on parle de la rue de Maule, et je me tourne et j'embête Denis chaque semaine pour lui dire... L'étude démarre, l'étude sur la rue de Maule démarre donc la VGP en septembre. Oui, mais il faut peut-être qu'on anticipe là sur un investissement quand même. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'étude de la rue de Maule, c'est en particulier la zone dangereuse, c'est-à-dire celle où on descend avec une route qui tourne et qui est dangereuse. Le reste, pour l'instant, c'est de faire en sorte de mettre en sécurité les personnes qui en ont besoin. Et notre idée, c'est surtout les cyclistes qu'il faut essayer de viser sur l'aménagement de cette rue. Je t'assure qu'on est très sensibilisé sur ce sujet. Claude a levé la main. Oui, merci. Je pense qu'il faut privilégier tout ce qui est protection par rapport à ce qui est surveillance. Et il faut inciter, donc il faut avoir un rôle d'éducation. Hier, j'ai fait le trajet tram-train dans les 2 sens, parce que j'avais le privilège d'être dans les rames. C'est déjà tout tagué. Tout le parcours est déjà tagué. Donc c'est un peu dommage de dépenser de l'argent pour des équipements publics et faire en sorte que on observe beaucoup d'incivilités. Donc il faut faire en sorte que ces incivilités soient limitées par de l'éducation, par de la protection, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je me rappelle qu'on avait à l'époque, on me dirait je parle du passé, c'est vrai, j'ai plus d'années derrière que devant, il y avait des tags. Et ces tags, on avait dit, soit on les enlève, soit on les garde. Il y avait 2 partisans, 2 écoles. Les gens qui disaient, on va les enlever, ça va coûter cher. Et finalement, ça va réapparaître. Et on a opté pour la responsabilité des gens. On a enlevé et ça n'est pas réapparu. Et on a dit, et on fait de la vidéoprotection des équipements publics. Ça permet de gérer correctement les impôts, parce que les impôts c'est important, la dépense publique doit être réduite,
Et parce que les gens vont avoir des dépenses qui vont augmenter dans beaucoup de domaines. Hein. Il y a l'inflation, il y a aussi l'énergie. Donc moi, je suis pour la vidéoprotection, à condition qu'elle soit maîtrisée, contrôlée, que ça soit une façon d'éduquer. Et il faut éviter les incivilités. Hein. Il y a vraiment... Mais Claude, je tiens à te rassurer, c'est dans ce cadre-là. On est absolument sur la même ligne. C'est vrai que moi, je m'inquiète effectivement des incivilités, notamment au niveau du parc de la Châtaigneraie, en termes de déchets, de saleté. Ça continue. Il va falloir agir encore plus que ça. Là, la roseraie sur Noisy a été complètement taguée. Oui. Donc il est bien évident qu'il est nécessaire effectivement de surveiller. C'est pour ça que moi je voterai pour. C'est dans le cadre d'ailleurs de la liaison avec les autres communes de Versailles-Grand-Parc, mais en prenant en compte ce qu'a dit notre ami Alexandre sur il faut pas que ça soit punitif uniquement, il faut que ça soit pédagogique. Et voilà, donc il faut des résultats de temps en temps. À un moment, par exemple, on avait des contrôles de vitesse, on publiait régulièrement les résultats de ces contrôles de vitesse. Donc il faut que le contribuable citoyen, il ait un retour de l'utilisation de ces technologies. C'est mon point de vue. Mais si vous pensez que c'est donc la réponse à tous les maux de la ville, il va falloir doubler, tripler, parce que la ville n'est pas assez quadrillée alors. Hein. Si vous pensez que ça va être... Parce que si vous parlez du problème de la châtaigneraie, vous vous doutez bien que les gens qui génèrent ces problèmes vont se déplacer, vont retrouver un autre coin tranquille. Enfin, c'est sans fin. Donc, soit vous quadrillez entièrement, et là, il n'y a plus un oiseau qui passe au travers de la caméra, soit vous mettez un plan d'action avec les forces de l'ordre. Bien entendu, mais attends, c'est ce qu'on fait. Tu sais, vous savez peut-être pas tout, mais on est en relation permanente avec la gendarmerie pour des actions très, très spécifiques, pour des enquêtes aussi qui sont menées par la gendarmerie et dont on a le retour. On a nos policiers municipaux, mais jusqu'à présent, on n'avait plus qu'un seul policier municipal. Au cours du premier trimestre 2023. Donc effectivement, il y a ces questions-là, et je suis d'accord avec toi, il faut être plus en proximité. Moi, quand je vois des jeunes, effectivement, au parc de la Châtaigneraie, je vais discuter le coup avec eux. Et je leur explique, et j'essaye de faire de la pédagogie. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Et ça peut être le rôle aussi de nous tous autour de cette table. En tant que conseillers municipaux, on peut effectivement parler à ces jeunes et les remettre sur le droit chemin quand on peut. Voilà. Si je peux juste me permettre, oui, c'est vrai que c'est un épiphénomène de la délibération qu'on présente, parce que c'est une faculté, on a beaucoup parlé, effectivement, je comprends parfaitement ce que dit, je ressens un peu la même chose, mais là, simplement, on a bien conscience que c'est pas avec ça que les problèmes de sécurité vont s'arrêter. Là, c'est une nouvelle convention, un renouvellement de convention avec de nouvelles facultés, c'est tout. Je crois qu'on recentre un petit peu la délibération, oui. Quoi. Oui, bah oui. Non, mais il y a de la proximité, Alexandre, il y a de l'aménagement en permanence sur lequel on réfléchit et on travaille. Bon, alors effectivement, on peut aller plus loin avec un CSU, etc., mais on n'en est pas là du tout. Voilà. Bien, donc par rapport à cette convention relative à la vidéoprotection, donc qui est contre, qui s'abstient. Voilà. Merci beaucoup. Nous passons donc à la délibération suivante qui a trait effectivement à l'éducation. Et on va commencer par la modification du règlement intérieur des accueils de loisirs. Je te laisse la parole. Bonsoir. Donc le règlement des centres de loisirs a été revu. La mise en page a été modifiée pour plus de clarté, de lisibilité pour les parents. Et dans cette modification, des modifications plus
plus pratico-pratiques ont également été mises en place. Il y a une harmonisation de l'ensemble des pénalités qui a été instaurée, qui ont été mises à 10 €, puisqu'avant il y avait pas mal de tarifs différents, donc là c'est 10 pour toutes les pénalités lorsqu'elles seront mises en place, ce qui ne sera pas fait de façon systématique. Et il y a une clarification des modalités en cas d'absence d'un enfant. Parce que jusqu'à présent, lorsqu'un enfant était malade, les parents préviennent l'école, ce qui est normal, ne prévenaient pas la municipalité, donc pas la mairie, et l'enfant était absent un jour, 2 jours, une semaine, et tout était à la charge de la mairie. À partir de maintenant, si vous acceptez de voter pour, du moins si la modification est acceptée par le conseil municipal, les familles devront aviser la mairie avant les 10 heures le premier jour d'absence, en signalant le nombre de jours d'absence lorsqu'il est connu, et ce qui permettra à la mairie d'annuler le repas du lendemain. Ainsi, il ne sera facturé à personne, et charge après aux parents de voir le médecin pour adresser dans les 72 heures le certificat médical d'absence pour justifier la prise en charge du premier repas par la mairie. Ce qui fait qu'en cas d'absence d'un enfant sur une semaine d'absence, au lieu que les 4 repas soient pris en charge par la mairie n'en prendra plus qu'un seul en compte. Ce qui fera, j'imagine, une nette réduction des dépenses de la mairie. Voilà pour les grosses modifications du conseil, du règlement. Il a également été précisé dans ce règlement intérieur que la désinscription, lorsqu'elle est possible, est à la charge des parents, puisqu'on s'en est rendu compte, les parents ne désinscrivent pas, même lorsqu'on leur rappelle sans arrêt désinscrivez lorsque vous le pouvez, ils ne le font systématiquement pas. Donc là, ce sera bien écrit, bien reprécisé, et on demandera aux parents de signer ce règlement intérieur. Ainsi, ils ne pourront pas dire... ils l'auront signé, donc ils le sauront, ce qui n'empêchera pas de faire des piqûres de rappel régulièrement, puisque je suppose que les premiers temps, l'habitude faisant, les parents risquent d'oublier de prévenir sans arrêt la mairie. Voilà, donc... ce règlement intérieur, il y a eu un comité périscolaire qui a été fait en présence des représentants de parents du PEB qui ont fait part de leurs remarques, qui ont été prises en compte. Et il est demandé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement intérieur. Y a-t-il des questions sur cette évolution du règlement intérieur ? Oui, Alexandre. Par rapport à cette augmentation de 5%, dans quel pas de temps on peut imaginer... Le règlement intérieur, hein, et il y a aussi la forme du règlement intérieur qui est maintenant beaucoup plus esthétique, hein, et c'est... Voilà. Puis je dois dire aussi qu'en termes de pénalité, il y a toujours une interprétation, il y a toujours une relation avec la famille concernée. C'est pas forcément du systématique. Voilà, c'est ça. Il y a toujours une interprétation, n'est-ce pas, Ève ? Hein ? Voilà. On va passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, qui approuve ce règlement intérieur ? Voilà. Donc, à l'unanimité. Merci beaucoup. Mais alors, on va continuer à laisser la parole à Ève, puisqu'elle va nous parler de la tarification de la restauration scolaire et des activités périscolaires et extrascolaires concernées. Donc, voilà. Donc là, le sujet, Alexandre, qui va t'intéresser. Donc, pour tenir compte des évolutions tarifaires de la prestation de restauration scolaire, qui est actuellement délivrée par le prestataire Convivio, donc la commune va modifier, avec votre accord, la tarification de la restauration et donc de facto également des mercredis et vacances scolaires, puisque les enfants, pour les vacances scolaires de façon systématique et le mercredi pour un bon nombre d'entre eux, déjeunent à la cantine. Le prix du repas donc, est revu à la hausse, notamment à cause de l'inflation importante. Et donc on propose de partager cette augmentation, moitié pour les familles, moitié pour la municipalité, ce qui augmenterait le coût pour la commune de 5% par repas.
et puis dans le cadre des règlements intérieurs, pareil, en cas d'absence, etc., il y a une pénalité qui peut être mise de 10 €. Voilà. En revanche, la tarification pour les accueils du matin, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi et du soir sur ces mêmes jours de semaine, c'est-à-dire les jours d'école, il n'y a pas de modification puisqu'il n'y a pas de restauration scolaire à ce moment-là. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver ces nouveaux tarifs. Donc on peut dire que quand même c'est la résultante d'un appel d'offres qui a été infructueux au sein même de ce que nous avons fait conjointement avec Noisy. Et de fait, on a donc procédé plutôt à un avenant sur la base du contrat actuel. Je tiens à dire aussi que nous sommes là sur cet appel d'offres et dans cette approche-là tout à fait en conformité avec Noisy-le-Roi qui, eux aussi, vont augmenter c'est une augmentation de 10%, et donc il y en a 5% au titre des familles et 5% pour la commune. Voilà. Mais elle était infructueuse, on n'avait pas assez effectivement de candidats, et puis ce qu'on nous demandait comme réévaluation était tout à fait impressionnant et pas possible en termes d'acceptation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, Ève, en écoutant ton exposé, j'ai cru comprendre que les 5% étaient pour les communes, pour la commune. Mais là, en la lisant, elle est aux familles. Non, en fait, l'augmentation est de 10%. Ah, donc c'est comme Noisy, augmentation de 10%. Voilà, le tarif en soi augmente de 10%. Okay. Et on partage moitié-moitié famille-commune. Très bien. Et sous quel, parce qu'on voit bien l'évolution du coût de l'alimentation avec cette tension alimentaire qui va potentiellement continuer et grandir. Sous quel pas de temps il peut y avoir des avenants comme ça réévaluer quelles sont les conditions? Alors, en fait, le contrat avec Convivio touchait à sa fin. On avait voté il y a quelque temps la possibilité, l'autorisation, le conseil municipal avait donné son accord pour qu'on puisse faire un nouvel appel d'offres, puisque ça touchait à sa fin, et donc l'appel d'offres n'a pas abouti, ou du moins il a abouti, mais avec une réponse, mais qui était juste pas possible, aussi bien pour la commune que pour les familles. Ça aurait augmenté le tarif de façon trop exorbitante pour tout le monde, et c'est pour ça qu'en fait, donc, il est infructueux et qu'on fait un avenant au contrat actuel. Donc on demande à Convivion d'accepter de le prolonger d'1 année. Mais comme c'est une prolongation, eux, comme ils avaient déjà tenté de faire augmenter le tarif en cours d'année, mais on n'avait pas donné suite, là en revanche, pour le coup, ils ont la main, donc il y aura malgré tout une augmentation. Et donc, en fait, ok, mais ce que je voulais savoir, c'est si dans cette année de reconduction, si on voit encore une inflation de l'alimentation, est-ce qu'ils ont la possibilité de réévaluer ce coût ou non, ou il est figé pour l'année? Alors, théoriquement, il est figé. Voilà. Donc, il est censé être figé. Il était déjà censé être figé avant. Convivio a tenté, mais comme, pour le coup, on avait la loi avec nous, on a pu leur dire non. Donc là, ils pourront toujours tenter, mais de la même manière, on pourra leur dire non. Et ça nous laisse aussi du temps pour préparer un prochain appel d'offres qui interviendra effectivement à l'issue de la durée, à l'issue de l'avenant. Voilà. Avec l'espoir qu'on ait un choix de plusieurs candidats. Et est-ce qu'il y a une réflexion sur la refonte du système de cantine scolaire avec une cuisine réorganisée avec peut-être nos voisins noiséens? Ou c'est encore de la sous-traitance totale et de la gestion comme actuellement? Tu veux parler d'une cuisine centrale qui soit pour Noisy et nous? Non, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Pour faire une cuisine centrale, alors je sais que certaines communes arrivent à le faire, mais les conditions pour pouvoir avoir la cuisine centrale sont assez drastiques, aussi bien en termes de local à avoir qu'en termes d'hygiène. Ce serait très compliqué à mettre en place. Non, mais
clairement. Et le coût risquerait d'être exorbitant pour les familles derrière à l'issue parce qu'on est moins nombreux que les communes qui arrivent à le faire, même en se réunissant avec Noisy. Alors déjà, réussir à obtenir quelque chose de concret avec une autre commune, c'est pas facile. Si on commence à être 3, 4, 5 communes, ça risque d'être très compliqué à mettre en place. On peut réfléchir, c'est pas interdit d'y réfléchir, mais la réalisation pourrait être très compliquée. Parce que si je me trompe pas, Fontenay-le-Fleury est en passe d'en créer une. C'est possible, mais Fontenay-le-Fleury est bien plus nombreux que Noisy et nous réunis en termes d'enfants. Non, mais voilà, c'est qu'après, il y a... Non, mais... Le problème, c'est que pour faire une cuisine centrale, il faut aussi qu'elle soit, entre guillemets, rentable, parce que si elle est à perte pour tout le monde, ce sera un gouffre financier qu'on ne pourra pas faire et ça ne pourra pas du tout aboutir et ni tenir. Donc, ce n'est pas possible. Et pour que ça puisse être, entre guillemets, rentable, même si j'aime pas ce terme parce qu'on parle d'enfants, il faut qu'il y ait un certain nombre d'enfants qui soient présents. Et Noisy n'a pas ce nombre d'enfants suffisant. Mais ça ne nous empêche pas, effectivement, de s'informer auprès de Fontenay. Mais Richard Rivaux nous en a pas parlé, ça m'étonne, mais c'est peut-être en préparation. Mais si tu veux, Alexandre, on s'efforce aussi d'améliorer, on se base sur la qualité. Là, par rapport à l'appel d'offres qu'on a effectué, on n'a pas senti l'évolution de la qualité qu'on demandait. Oui, mais oui, enfin, c'est excessif. Le fait de dire, dans la mesure où les matières augmentent, voilà. Non. En revanche, pour Convivio, c'est plus une question de frais généraux, de frais de transport, puisqu'ils sont en Normandie. Sur les produits, ils sont très proches, effectivement, de producteurs de proximité. Voilà. Voilà. Donc, il est... Pardon, excuse-moi Bertrand, je t'ai Oui, pas... je voulais juste compléter sur cette histoire de cuisine centrale. Effectivement, jusque dans les années 90, la plupart des communes avaient une cuisine centrale. Et peu à peu, on est passé à des prestataires avec uniquement du personnel pour faire la remise en température et le service. Pourquoi ? Effectivement, parce que toutes les cuisines centrales, à cette époque-là, il aurait fallu tout raser et tout reconstruire pour être dans les nouvelles normes. Et le gros problème de ces cuisines centrales, c'est essentiellement un problème de ressources humaines. Parce qu'il est très difficile de recruter dans le public pour ce genre de métier. Voilà. Bertrand, pour cette information complémentaire. Donc, voilà, par rapport à cette nouvelle tarification, qui s'abstient, qui est contre. Voilà, donc c'est accepté donc à l'unanimité. Merci à tous. Et nous passons à la délibération suivante, qui a trait effectivement à la semaine de 4 jours, qui est liée avec le projet éducatif territorial. Ève. Pardon. Voilà, donc il y a plusieurs années, l'école était à 4 jours, et puis au milieu des années 2010, il y avait la possibilité de passer à 5 jours, même l'obligation de passer à 5 jours, avec l'école donc le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi, et d'instaurer des nappes-tapes pour combler les trous. Donc c'était soit en fin de journée, soit le vendredi après-midi ou le mercredi matin pour certaines communes. Et 2-3 ans après, la possibilité a été donnée aux communes de repasser à 4 jours. Donc sur Bailly, il y a les parents d'élèves avaient été consultés, un sondage était passé pour savoir ce qu'ils préféraient, en leur demandant également pourquoi ils avaient cette préférence plutôt qu'une autre. Donc il y avait plein de petites questions différentes à laquelle ils pouvaient répondre. Et le résultat était légèrement majoritaire pour la semaine à 4 jours. Donc la commune est repassée à 4 jours à ce moment-là, et il vous est demandé cette année d'approuver de rester à 4 jours pour satisfaire en fait la demande des parents qui a été faite. Voilà. Alors c'est vrai, c'est une affaire dont je m'étais beaucoup occupé. C'était plutôt en 2012, 2013.
où là, on organise des temps périscolaires, et ça a été un moment très, très intéressant, parce qu'on a fait rentrer la société civile dans l'école, en associant nos associations, l'école de musique, la bibliothèque, la PPVPA, les écoles de langue, et vraiment, là, il y avait une distinction forte, on prenait en charge le périscolaire, ce qui aurait pu permettre effectivement à l'éducation nationale de travailler sur les fondamentaux. Voilà. Comme tu le disais, on a eu un sondage, notamment sur la maternelle. La maternelle, les parents étaient effectivement pour un retour à 4 jours, et c'est vrai que c'est là que ça passait pas très bien, mais sur l'élémentaire, c'était très équilibré. Voilà. Donc, et puis aussi, les enseignants étaient pour les 4 jours. Voilà. Donc, juste pour information, moi, je vous demande de voter le 4 jours, mais personnellement, je suis pour la semaine à 5 jours, parce que je suis franco-allemande, j'ai connu le 5 jours, et je trouve ça formidable. Mais je ne suis pas majoritaire. Commentaire. Donc, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le renouvellement de la dérogation permettant le maintien de la semaine d'école à 4 jours. Moi non plus, j'aurais préféré 4 jours et demi. Mais bon, c'est ainsi. 5. Voilà. Voilà. Qui est contre cette évolution, enfin cette confirmation d'évolution? Donc, qui s'abstient? D'accord. Voilà. Donc, merci beaucoup. Comment? D'accord. Voilà. Et on va passer aux ressources humaines avec la création d'emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d'activité, Bertrand. Bonsoir à tous. Je pensais éviter de présenter de délibération ce soir, mais finalement, on m'en a trouvé une. Et je remercie beaucoup l'administration. Bon, il s'agit d'une délibération qu'on prend par précaution. En fait, lorsque nous recrutons des saisonniers, il est nécessaire de délibérer. Sauf que ce qu'on recrute actuellement, ce ne sont pas véritablement des saisonniers. C'est des gens qui viennent travailler l'été, mais ce ne sont pas forcément des saisonniers. Ce sont des gens qui remplacent d'autres agents en congé pendant un mois ou autre. Voilà. Donc, en fait, cette délibération reprend les postes qui vont être pourvus cet été pour permettre une continuité du service, c'est vrai, mais également, et c'est là que ça peut présenter un intérêt, mais également certaines tâches qu'on n'a pas le temps de faire pendant le temps scolaire notamment, et qui pourront être faites par des jeunes pendant l'été. Voilà. Donc vous avez le détail des missions qui seront à remplir, qui sont essentiellement techniques et un petit peu administratifs. Voilà. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Donc, y a-t-il des questions? Bon, bah écoutez, nous procédons au vote. Qui est pour? Voilà, donc à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc là, on a fini les délibérations, donc les 7 délibérations qui étaient à notre programme. Y a-t-il des questions diverses ou des points que vous souhaiteriez aborder? Claude, je t'en prie. Alors, j'ai deux questions diverses. Il y en a une qui est une remontée d'un comité consultatif cadre de vie, à savoir que le parking de l'école maternelle, il est aussi un parking public qui peut être utilisé lors de manifestations culturelles au théâtre de Bailly. Absolument. Donc, j'insiste sur le fait que je pense qu'il est légitime que ce parking soit ouvert en ce qui concerne les événements et qu'on dise aux gens qu'ils puissent se garer à cet endroit-là. Tout à fait. Non, mais je partage complètement ce point de vue. Je tiens à dire que lors du Festival du théâtre, qui s'est tenu le week-end dernier, il était ouvert. Et j'y suis même entré avec mon véhicule.
Et là aussi, en termes de sécurité, là, il y avait un tout petit problème, et je me suis inquiété d'une personne qui allait s'y rendre seule, que j'ai accompagnée aussi. Voilà, faisons aussi attention à cela. Ça revient à la sécurité dont on parlait tout à l'heure. Le deuxième point, je pense qu'il faut qu'on l'aborde, parce que c'est important que les grands projets de bailli soient débattus, discutés. Il y a eu une consultation citoyenne un petit peu confidentielle sur la halle. Il n'y a pas eu notamment de publicité dans le bailli information. Je me suis exprimé, j'ai envoyé à tous les collègues ici présents mon point de vue, je ne veux pas le détailler. Simplement, je veux dire qu'il y a eu une réunion qui était d'ailleurs très bien organisée du Cibano, hein, et je l'ai abordé aussi, parce que pour moi, c'est typiquement un lieu public, un lieu d'intercommunalité qui se trouve à la frontière des deux communes, et sur lequel ça vaut le coup qu'on prenne du temps, parce qu'on n'est pas pressé. Et par ailleurs, c'est une dépense, et dans cette période, et je partage totalement la personne qui d'ailleurs, l'avis de la personne qui a initié le projet, qui est un conseiller municipal qui a quitté la municipalité, qui a quitté le conseil, à savoir que ça mérite un vrai débat, ça mérite des échanges, avant de dépenser 1,2 million dans une période où il va y avoir des augmentations liées à notamment les charges de transport, les charges de chauffage et puis l'inflation. Voilà. Écoute, Claude, tout d'abord, sur la concertation, hein, on a eu quand même beaucoup de réponses. On a fait une concertation, il y a plus de 200 personnes qui se sont exprimées avec des commentaires, et c'est la première fois que je vois dans Bailly une telle concertation. Donc 200 personnes qui se sont exprimées, et on va continuer par des réunions de quartier sur le sujet. On a bien reçu effectivement ton papier, on va y répondre. Excuse-moi, j'ai été un petit peu débordé, mais on va y répondre point par point. On rappellera qu'effectivement, c'était dans notre programme. On parlera aussi... On ne parle pas de contrat. Si, là... Attends, alors, puisque tu veux rentrer dans le détail, mon cher Claude, je t'invite à regarder en page 3 l'intercommunalité de mon programme que j'ai écrit. Urbanisme, en page 4. Attractivité, en page 8. Voilà. Alors regarde-le bien, ou on peut le regarder ensemble. Mais il ne faut pas que ça soit... Il n'y a pas eu d'engagement. Il ne faut pas que ça soit... Non, faut pas que ça soit une confusion. Les faits sont têtus, comme disait Lénine. Comme tu dis. Oui, justement. Il se trouve qu'il y avait une réflexion qui est légitime. Cette réflexion, elle doit se poursuivre, mais il n'y avait pas de décision, il n'y a pas eu un engagement de construire quelque chose à cet endroit-là. Voilà. Le deuxième point, quand tu évoques un montant d'1,2 million, je le répète, effectivement, c'est plus une notion de reste à charge sur lequel il faut travailler, puisqu'on est quasiment certain d'avoir un pourcentage de subvention quand même très important. Non, parce que si tu ne les prends pas, mon cher Claude, tu devrais le savoir. C'est d'autres communes qui vont se servir. Donc, si tu veux ne pas les utiliser et les transférer sur la Selle Saint-Cloud ou sur Versailles, c'est comme tu l'entends. Voilà. Alors, l'idée, effectivement, et je l'ai évoqué, je n'ai pas hésité à l'évoquer lors de la réunion du Cibano, c'est effectivement, on va réfléchir avec Marc Tourelle et son équipe, et surtout, je vais laisser ça aux financiers, sur une éventuelle contribution de Noisy-le-Roi. Il peut y avoir le Cibano, mais il peut y avoir aussi une autre approche. Mais voilà, c'est vrai, mais... Voilà, mais on va répondre point par point sur le sujet. Vous avez dit qu'il y avait eu environ 200 réponses au marché, puisque je suis passée plusieurs fois et j'ai vu. Est-ce que vous pouvez donner une indication dans ces réponses combien y a-t-il de Bayacois qui ont répondu? Combien y a-t-il de Noiséens? Combien y a-t-il eu de personnes dont on sait qu'elles viennent de très loin? Voilà. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir combien de Bayacois ont répondu sur ces 200 personnes.
Et puis dans quel sens? Et parce que ce sont quand même, pour le moment, je viens d'entendre ce que tu viens de dire à propos du Sibano ou autre possibilité, mais jusqu'à présent, ce sont les Bayakois qui sont concernés sur le plan fiscal, ou qui vont l'être très rapidement. Donc quel est le... Oui, vas-y, je laisse quelle la parole serait la proportion des Bayakois? Alors, dans cette étude, effectivement, il a été systématiquement demandé l'origine des personnes qui répondaient au questionnaire. Et sur ces 200 réponses, on a une moitié de Bayakois. Mais on va y travailler d'une façon affinée, c'est ce que fait Karine là sur le sujet. Hein, voilà, on va tout récupérer, toutes les informations, les commentaires sur ce sujet. Hein, mais je rappelle que les commerçants sont effectivement très intéressés et une grande partie de notre clientèle, du marché, pardon. Alors pour fréquenter régulièrement le marché pour diverses raisons, je serais plutôt mitigée. Je dis que pour fréquenter régulièrement le marché le mercredi et le samedi, on m'y voit pour les paniers et ainsi de suite, c'est quand même beaucoup plus mitigé que vous ne le dites. Et justement, mais on a vraiment à cœur d'y mettre d'autres activités et de pouvoir utiliser cet emplacement plus que 2 demi-journées. Que 2 demi-journées par semaine. Voilà. Pour répondre à Noël... On va répondre à Claude d'une façon Pour exhaustive. répondre à Noël, mitigé, oui, tout le monde est mitigé face au changement. Pour eux, les 2 points essentiels, on a bien pris la précaution de leur poser la question, les 2 points essentiels, c'est allez-vous fermer le marché le temps des travaux? On a su les rassurer sur ce plan. Le second point, c'est sur le plan financier, combien ça va nous coûter? On les a rassurés également. Ces 2 points sont effectivement des points d'inquiétude qui ne devraient pas les tracasser outre mesure sur ce projet. Mais moi, ça me tracasse. Voilà, j'attends. Est-ce que l'attractivité économique de ce marché. Voilà. Non mais Jacques, c'est intéressant de savoir le nombre de Bayakois qui ont voté, mais peut-on savoir dans quel sens ils se sont exprimés? Non, mais est-ce qu'on peut avoir le... On y travaille, c'est pas dépouillé. Et quand le travail sera terminé, bien entendu, on communiquera. Voilà. Pour avoir passé 2 samedis matins au marché, interroger les gens et aller vers eux, ne pas attendre qu'ils viennent vers nous, mais aller vers eux pour les interroger. Sur les 2 samedis matins que j'ai fait, j'ai peut-être eu 2 personnes, 2 ou 3 personnes maximum, sur les 2 samedis matins, qui m'ont dit non, on veut pas de ce marché couvert. Et qui étaient aussi bien d'ailleurs des Bayakois que Noiséens. Moi, c'est tout à fait un autre sujet, comme M. Jamati a eu la gentillesse de dire que la réunion du Sibano s'était bien passée et que tu as eu aussi la délicatesse de rebondir sur le Sibano. Je voulais simplement remercier les élus de la majorité et de l'opposition de Bailly qui ont participé à la présentation du schéma directeur du Sibano. Je regrette que vous n'étiez pas assez nombreux à mon sens. Peut-être est-ce un signe que vous vous intéressez pas du tout au Sibano, vous avez le droit. Désolé, j'avais la Covid. Je n'ai pas fini. Et juste pour vous dire qu'il n'y avait que 10 personnes sur 27 présents avec des personnes, bien sûr, excusées. Il y a des gens qui étaient pris par ailleurs et qui ont eu la délicatesse de me prévenir. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas eu. Je vous souhaite de bonnes vacances. Alors, juste pour répondre à Alexandre tout à l'heure par rapport à la cuisine de Fontenay. Donc, ils sont actuellement encore en cuisine centrale, en liaison froide. Donc, voilà. Pas en cuisine centrale, en cuisine non centrale, pardon, avec un prestataire en liaison froide. Donc, ils se font livrer quotidiennement les repas. En revanche, si tu le souhaites, je peux prendre attache avec l'adjoint de Fontenay pour savoir s'ils ont un projet de réflexion sur ce sujet. Et je te tiendrai au courant du résultat et du résultat aussi de leur réflexion.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Ah, excusez-moi, j'allais oublier. Je te laisse la parole, Frédéric. Malheureusement, on reprend la parole pour le, pour le point sanitaire. Pour des informations que vous connaissez tous, l'arrivée de cette 7e vague Covid avec une incidence qui monte, qui était la semaine dernière en Île-de-France à 824 pour 100 000 en augmentation, avec pour l'instant peu de répercussions, heureusement, sur les hospitalisations. 4459 personnes hospitalisées en Île-de-France, non pas pour Covid, mais avec Covid, ce qui est un petit peu différent. J'étais au conseil de surveillance de Mignot il y a peu de temps, et donc il faut bien faire cette nuance aujourd'hui. Ce n'est pas le Covid n'est pas le motif d'hospitalisation, mais ce sont des gens qui sont hospitalisés et qui ont de façon contemporaine un Covid. Par contre, les hausses d'hospitalisation risquent de venir dans les 15 jours à venir, et ça arrive, là je ne vous apprends rien, sur des tensions, on va faire des euphémismes, c'est des tensions majeures au niveau de l'hôpital, notamment au niveau des urgences et aux urgences de nos hôpitaux proches, comme le centre hospitalier de Versailles, voilà. Donc, bien évidemment qu'il est encore temps de tout faire pour éviter ces hospitalisations, avec la 4e dose pour les personnes les plus âgées, les résidents d'EHPAD et les personnes vulnérables. Voilà le petit rappel. Merci Frédéric. Bon, écoutez, oui. Ouais, Ève, donc c'est bien, il y a un projet, il y a une réflexion sur Fontenay-le-Fleury, et en plus à un lieu donné et en lien avec un ESAT, et c'est vraiment du côté de Bailly, c'est en frontière en lisière de communes, du côté Plaine, donc c'est par la route de Fontenay, on est en connexion ultra rapide, voilà. Donc ce serait très intéressant d'étudier cela. Oui, même si c'est pas dans l'air du temps, Bertrand, mais c'est pas dans ton air du temps, mais c'est dans l'air du temps de beaucoup de communes aujourd'hui. Et je crois que pour... oui. Je prendrai... Alexandre, j'appellerai l'élu éducation de Fontenay, je verrai avec elle. Ou lui d'ailleurs, parce que je sais pas. Alexandre, on est tout à fait preneur pour améliorer la qualité des repas de nos enfants. Voilà. Et si tu as quelques bonnes idées, notamment, moi, une année, j'avais demandé à la ferme de Galie d'apporter des fruits, effectivement, aux enfants, et ça avait posé à ce moment-là un problème. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire évoluer avec des produits locaux, bien sûr. Et du fait qu'il y a ce travail sur l'agglomération du plan d'alimentation territoriale qui permet aussi de favoriser cette dynamique et de consommer plus localement. Déjà de créer, transformer et consommer des produits de base localement. Donc je pense que ça s'inscrit clairement dans l'air du temps. Voilà. Pour information, avec la PPVPA, il y a aussi des réflexions autour des subventions leaders pour aller dans ce sens-là. Voilà. Bien. Est-ce qu'on se souhaite... Ah, pardon, Denis. Oui, excuse-moi. Vous entendez tous le bruit, c'est la patrouille de France qui va passer pour 3 jours de suite au-dessus du parc du château, parce qu'il y a une manifestation le samedi, je crois. Donc, ils s'entraînent aujourd'hui jusqu'à samedi. Et c'est pour ça qu'ils tournent autour de nous. C'est pas le tram. Voilà, écoutez, sur cette bonne nouvelle, c'est pas le tram, donc c'est très bien. Voilà, je vous souhaite vraiment de bonnes vacances à tous et retrouvons-nous tous donc à la rentrée. Merci beaucoup.